Il est 18 heures. Je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Donc, c'est un webinaire qui est spécifique sur la partie, tout ce qui est RSE, ISR. On va également parler enjeux climatiques. Et puis, tout ça en lien avec, je dirais, avec plusieurs secteurs d'activité, dont forcément la banque et l'assurance. À titre personnel, moi, je suis dirigeant de la structure Montagne Advisory Executive, qui est une structure de conseil spécialisée dans l'accompagnement des banques et assurances et qui est rattachée au groupe AFGES. Alors, nous avons la chance ce soir d'être accompagnés d'Olivia qui va intervenir sur toute la partie ISR. Nous avons également Yannick qui va intervenir sur toute la partie, je dirais, plus enjeux climatiques en lien notamment avec le monde bancaire. Et puis, nous avons également Béatrice Bonmichel qui est associée à AFGES et Montaigne également, et qui va réaliser la troisième partie. En termes d'organisation horaire, voilà, cette première partie va durer de 18h05 à 18h30. Ensuite, je dirais, Yannick interviendra. Et puis ensuite, en troisième partie, Béatrice interviendra. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'idée, c'est de présenter ce webinaire et on accordera des temps courts pour les questions-réponses. Et puis, on laissera surtout un temps en fin de webinaire de 15 minutes environ pour échanger sur les différentes questions. Béatrice, tu peux démarrer. Merci Maxence. Bonsoir à tous. Bonsoir sur ce superbe sujet qu'on a l'impression en fait d'entendre quand même un certain nombre de fois sous des angles différents. Et quand on travaille dans la banque et l'assurance, on se dit est-ce qu'on avait vraiment besoin de ce sujet en plus ? Mais on se rend bien compte, bien évidemment, qu'il est dorénavant un sujet incontournable de la gouvernance des établissements financiers. Et depuis quelques années, en fait, il s'invite à la fois en tant que bonne pratique et de plus en plus, bien évidemment, sous la pression réglementaire. Alors, on va peut-être passer rapidement sur le profil, Maxence, voilà, pour aller sur donc la RSE. Alors, de quoi on parle derrière la terminologie RSE? Alors maintenant, bien évidemment, on pense tout de suite à l'enjeu climatique, sur lequel reviendra Yannick plus en détail, puisque c'est un des sujets du moment. Mais la RSE, plus largement, est un vaste sujet qui a été assez difficile en fait à traduire en français, comme beaucoup de notions ou de concepts qui nous viennent des anglo-saxons, puisqu'il a fallu généralement deux termes pour englober ces enjeux de RSE, le terme de social et de sociétal. Et puis on y ajoute maintenant tous ces enjeux environnementaux. Et donc, si on devait caractériser cette terminologie de RSE, responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, et qu'on regarde par exemple ce que nous suggère la CPR, on retrouve bien trois blocs derrière ces enjeux de RSE, le bloc social, le bloc sociétal et le bloc environnemental. La Commission européenne avait donné une définition assez intéressante en 2001 en montrant que la RSE, quelque part, c'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Et la société prise dans son ensemble, bien évidemment, que ce soit les salariés, les parties prenantes des établissements ou tout simplement la nature environnante. Alors, si on regarde de manière plus précise, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les institutions financières? Dit autrement, comment les institutions financières ont essayé de traduire ces enjeux de responsabilité sociale et sociétale dans leur dispositif. Il y a d'abord, bien évidemment, à la base, un engagement éthique et responsable.
Cette notion d'éthique, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, normalement, depuis la nuit des temps, on est censé avoir un comportement éthique, et les bons référentiels de contrôle nous expliquent régulièrement l'enjeu éthique, bien évidemment. L'éthique est généralement associée à la responsabilité, et c'est là où on voit tout de suite un petit peu comment ces enjeux de RSE s'articulent notamment avec les périmètres des compliance et des compliance officers notamment, parce que il y a cette notion justement de responsabilité, cet enjeu de rendre compte et donc cet enjeu de traçabilité des engagements des institutions financières vis-à-vis de ces sujets. Cet engagement éthique et responsable, quand on est une institution financière, se traduit tout d'abord, bien évidemment, par la prise en compte de l'intérêt client. Alors, si on prend l'exemple plus précis d'une banque, tous les enjeux de pratique commerciale, quelque part, sont des enjeux RSE. Si on prend une société de gestion, tous les engagements ou un dépositaire conservateur, tous les engagements qu'on a vis-à-vis des détenteurs de fonds sont par définition des engagements RSE, quelque part. Tout ce qui est prévention du surendettement, tout ce qui est protection de la clientèle fragile, tout ce qui est devoir de conseil, tout ceci contribue bien évidemment à cette enveloppe RSE. L'engagement contre l'exclusion, toutes les actions qui sont menées vers le microcrédit, par exemple, sont une autre illustration d'actions RSE des établissements financiers. Si on regarde ensuite dans la gestion de fonds, un ancien sujet, parce que ce n'est pas nouveau, hein, bien évidemment, tous ces développements vers des investissements socialement responsables et tous les labels qu'on a pu voir se développer en matière de gestion de fonds sont bien évidemment à forte orientation RSE. Tout ce qui est relatif à la contribution, tout ce qui est contribution à la transparence financière, par exemple la contribution des établissements financiers à la lutte contre le blanchiment et le financement des capitaux, enfin, c'est quand même une remarquable illustration de la responsabilité sociétale des institutions financières dans un système économique. Si on prend par exemple également toute cette transparence fiscale et le rôle des établissements financiers dans le domaine de l'autocertification, etc., tout ce qui est un peu FATCA, EAI, c'est une excellente illustration de cette évolution vers la prise en compte de ces sujets plus larges RSE. D'un point de vue plus social, les institutions financières, bien évidemment, traduisent aussi cette RSE vis-à-vis des collaborateurs. C'est par exemple la diversité des profils, c'est par exemple le développement de la parité, c'est la lutte contre les discriminations. Alors à cet égard, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la mise à jour de l'arrêté du 25 février 2021 qui met à jour l'arrêté du 3 février 2014, mais vous avez un petit passage sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes à fonction équivalente, et on retrouve bien évidemment ces inspirations RSE. Donc ça, c'est une première composante de la RSE, telle qu'elle peut s'exprimer dans les établissements, et on va voir dans la slide suivante d'autres traductions de ces enjeux RSE. On va voir une première traduction dans la composante plus culturelle et éducative, c'est-à-dire en dehors de tout ce qu'on a pu évoquer précédemment, qui sont vraiment, en plus, j'ai envie de dire, inhérents au business de la banque. C'est-à-dire que je ne peux pas dire qu'on ait ajouté des éléments en plus, mais la primauté de l'intérêt du client, etc., ça doit être quand même une préoccupation du banquier et de l'assureur depuis longtemps. Et puis, il y a d'autres thématiques qui viennent compléter cette panoplie RSE, qui sont notamment un peu plus éloignées peut-être naturellement du métier de la banque ou de l'assurance, mais qui sont notamment tous les engagements culturels, les engagements éducatifs faits par les établissements financiers, donc les banques qui créent des fondations, qui montent des engagements dans des actions liées à l'éducation, des enfants dans le monde, etc. Enfin, je passe sur toutes les actions sur lesquelles les groupes communiquent, et qui, bien évidemment, contribue aussi à montrer une image socialement responsable des établissements financiers.
Et enfin, dernier bloc, et non des moindres, c'est bien évidemment tous ces engagements vis-à-vis de l'environnement, toute la prise en compte de ces enjeux environnementaux qui, très honnêtement, n'était pas forcément une préoccupation de la banque il y a quelques années. Autant que ça préoccupe des industries plus polluantes, naturellement, le banquier, spontanément, ne s'était pas forcément senti si concerné par rapport à ces sujets, mais on le voit bien aujourd'hui, bien évidemment, depuis, on va dire, le début des années 2000, et plus précisément depuis la crise financière, le phénomène s'accélérait de l'implication de plus en plus forte du monde financier dans ces enjeux environnementaux, dont le climat, dont on reparlera un petit peu plus tard. Et dans ce contexte, compte tenu, vous avez vu, du périmètre en fait qui est concerné par la RSE et du périmètre pour lequel la banque et l'assurance et le monde financier au sens large contribuent en fait à jouer ce rôle d'une société, on va dire, plus correcte d'un point de vue développement durable, un certain nombre de fonctions dans la banque sont de plus en plus impliquées et sont des éléments vraiment moteurs de ces évolutions. On pense bien évidemment naturellement à la compliance, à la conformité. On pense également à la gestion des risques, les ressources humaines, bien évidemment, dans toute la dimension sociale, sont très impliquées dans ces sujets. La gestion de projet est très impliquée maintenant dans la prise en compte de ces questions au sens large RSE. On retrouve aussi les activités de marché, bien évidemment, etc., etc. On pourrait multiplier voilà, les acteurs. Bref, dans le monde financier à aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs se sentent fondamentalement concernés par ce sujet et on va voir comment, par la slide précédente, oui. Juste une simple question. Oui. Lorsque tu évoques conformité, gestion des risques, ressources humaines, est-ce que c'est propre aux grands acteurs financiers ou également dans les plus petits acteurs financiers, on commence à avoir une prise en compte par ces directions de ces différents éléments? Alors, ces prises en compte, enfin, ces sujets sont d'abord pris en compte généralement par les grands groupes parce que d'abord, il y a des exigences réglementaires qui s'intéressent en priorité à des établissements de taille significative. On y viendra slide d'après quand on verra les évolutions de l'environnement normatif et réglementaire. Mais par la force des choses, tous les établissements financiers sont concernés par ces sujets, alors à des degrés moindres. Si on prend tous les sujets qu'on a évoqués précédemment, si on prend la dimension un petit peu sociétale, la protection de la clientèle, etc., c'est pas une question de taille. Enfin, tous les établissements sont concernés par ces sujets-là. Si par contre on commence à parler de mécénat, de fondations, etc., d'enjeux climatiques, hein, il y a un certain nombre de sujets, bien évidemment, qui sont surtout portés par des grands groupes ou alors par certains établissements qui sont plus spécialisés sur certaines thématiques à forte portée RSE. Ça peut être le cas d'une société de gestion qui est très spécialisée dans les fonds ISR et qui, de fait, est concernée complètement par ces sujets. Donc, Olivia nous parlera. Que ça va dépendre un peu des acteurs. Les grands groupes, la question ne se pose pas parce que derrière, ceci dit, derrière tous ces enjeux, il y a avant tout, c'est ce qu'on va voir dans la slide juste après, il y a avant tout un enjeu de réputation aussi. Qui n'est pas négligé, bien évidemment. Et c'est sûr que ça joue dans la manière dont on veut construire son image quand on est un établissement financier. Donc, si on remet ça un petit peu en perspective, les enjeux RSE, même si c'est à la mode, c'est pas nouveau. C'est vraiment un vieux sujet quelque part qui nous vient des anglo-saxons en grande partie, comme beaucoup de ces thématiques. On peut remonter ça aux années d'après-guerre, aux années 50, notamment aux États-Unis. Il y a un auteur qui est assez connu, qui s'appelle Bowen, qui en fait a été un des premiers à essayer de faire ce lien entre l'économie, l'entreprise et la société. Voilà. C'était ça un petit peu l'idée au départ. Ça a été après en Europe repris plutôt dans les années 90, notamment à la grande époque où on a fait un peu une évolution entre cette approche très actionnariale, très shareholder, vers une approche plus partie prenante, plus stakeholder.
Et ça a permis en fait de commencer à faire changer un petit peu les mentalités et à faire prendre conscience que voilà, une entreprise vit dans un écosystème et qu'il n'y a pas que l'actionnaire qui est à servir, mais il y a un ensemble de parties prenantes comme les clients, les riverains, les États, etc., qui sont à prendre en compte donc, dans son approche globale. Ensuite, il y a eu bien évidemment des impulsions très fortes qui ont été apportées par les Nations Unies, par l'OCDE, qui a permis d'essayer d'amener un petit peu tous les États vers des meilleures pratiques et vers des prises de conscience. Si on regarde de manière plus proche, en France, il y a quand même eu un certain nombre d'évolutions réglementaires qui ont poussé à prendre en compte ces enjeux RSE, parce que c'est clair que si on n'a pas vraiment d'obligation, le rapport coût-bénéfice n'était pas forcément évident au départ, donc investir beaucoup d'argent dans ce sujet-là, on ne voyait pas forcément trop l'intérêt. Et donc, il a fallu légiférer un petit peu. Alors, il y a notamment cette loi qui était prévue notamment pour accompagner les nouvelles technologies en France, la loi NRE sur les nouvelles régulations économiques, qui a notamment, dans son article 116, obligé pour les sociétés qui font appel public à l'épargne d'intégrer une formalisation des impacts sociaux et environnementaux. C'est là où certains, jusqu'à un passé récent, ont dit oui, tout ceci, c'est une question d'affichage. Est-ce que c'est parce qu'on met des ruches sur les toits qu'on est vraiment RSE, etc. Voilà. Et on se rend compte que, voilà, passer l'affichage, il faut peut-être passer par cette phase de réglementation et d'affichage pour pouvoir, du coup, après, qu'on s'approprie quand même le vrai état d'esprit qui va avec, quelque part. Donc, sur les institutions financières, les évolutions sont quand même poussées à chaque fois par des crises. L'avant-dernière en date, c'était la crise de 2008, qui a quand même beaucoup poussé à prendre en compte tous ces enjeux de manière beaucoup plus large. Et puis, bien évidemment, la pandémie, on le voit bien, accélère quelque part la nécessité de bien prendre en compte tous ces enjeux, notamment les enjeux environnementaux et notamment, plus spécifiquement, les enjeux climatiques. Parce que derrière, il ne faut pas se leurrer, donc il y a des enjeux de réputation. La banque a besoin, et l'assurance ont besoin de construire une image, d'amener la confiance qui a été un peu perturbée par un certain nombre de crises, dans un contexte où la concurrence est forte et où on veut quand même montrer que voilà, qu'on est bon élève, qu'on respecte les règles et voilà, et qu'on fait ce qu'on dit et qu'on est en phase avec l'esprit de la RSE. Donc, par rapport à tout ce qui peut nous aider à prendre conscience de ces évolutions, en dehors de quelques corpus réglementaires, il y a bien évidemment tout ce qui a pu être défini ou mis en œuvre au niveau international. Donc, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont poussé en fait à ces prises de conscience. Il y a notamment eu les principes directeurs de l'OCDE qui ont vraiment poussé à un développement durable et un modèle éthique à l'intention du secteur financier. Plus globalement, et pas uniquement sur le monde financier, il y a eu le Pacte mondial des Nations Unies qui a été très important avec 10 principes qui ont été définis pour justement respecter à la fois les droits de l'homme, l'environnement, les normes internationales du travail ou encore la corruption. Et donc on va retrouver encore ces 3 thèmes, social, sociétal et environnemental. On a aussi les objectifs de développement durable, les ODD des Nations Unies, qui sont représentés par le petit schéma que vous avez à droite, avec ces 17 objectifs qui ont été définis en 2015, où on va retrouver notamment la lutte contre la pauvreté, on va retrouver les enjeux à la fois environnementaux, etc., qui vont être des préoccupations fortes, notamment des Nations Unies, l'idée étant après que les pays, l'Europe par exemple, s'approprient ces sujets pour justement essayer de les rendre applicables et appliqués dans les stratégies des entreprises.
On va retrouver aussi les 7 principes de l'Équateur. Alors, les 7 principes de l'Équateur sont des principes qui se sont appliqués à 4 types de produits financiers, dont notamment les financements de projets, les prêts pour les prêts relais dans le cadre des projets, les conseils qui sont réalisés dans le cadre de la gestion de projets. Et donc, par rapport à ces thématiques, à ces produits, les principes de l'Équateur donc vont permettre de préciser quels sont les éléments à mettre en œuvre, donc c'est les bonnes pratiques sur lesquelles les entreprises peuvent s'engager pour justement respecter et s'engager dans une démarche RSE. Alors on va trouver par exemple le premier principe, c'est de scorer ses projets par exemple. Donc on va les scorer selon une grille plus ou moins impactante par rapport notamment à l'environnement. On va avoir un principe qui va être de demander à bien évaluer les impacts environnementaux et sociaux des projets. Donc ils ont comme ça défini 7 principes qui va aussi sur une revue indépendante, etc. Et donc on le voit bien, tous ces différents organismes, quelque part internationaux, vont obliger les entreprises, pour notamment servir leur image, il faut être honnête, vont obliger les entreprises à s'engager et voilà, à faire un petit peu des lettres d'intention, à signer et à pouvoir afficher comme ça qu'elles respectent des principes qui vont dans le sens d'une bonne prise en compte des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. On peut situer aussi, donc, suite à une initiative de l'ONU, les principes pour l'investissement responsable qui ont été faits, les PRI, 6 principes pour le secteur financier. Donc voilà, elles finissent toutes par dire très honnêtement un petit peu la même chose. À un moment donné, c'est quelque part pour aider l'entreprise, aider les établissements financiers à pouvoir structurer, définir, normer au sein de leur organisation des critères qui vont faciliter la prise en compte de ces enjeux dans le cadre des projets, dans le cadre des financements, etc. Donc vous voyez que c'est un vieux sujet des années 50 aux USA, un peu plus sensibilisé dans les années 90 en Europe, renforcé par tout le contexte des Nations Unies, l'OCDE, etc. dans les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui où ça se renforce sur notamment ces enjeux climatiques. Donc, on peut passer sur la slide suivante. Voilà. Donc, il y a bien évidemment des contextes normatifs. Vous avez des normes, notamment la norme ISO 14001, la norme 26000, qui sont des normes justement qui vont aider là encore à normer un petit peu ces sujets et permettre d'aider l'entreprise, dont les institutions financières, ce n'est pas que spécifique aux institutions financières, vont les aider à pouvoir mettre en place un dispositif qui leur permettrait d'apporter la preuve quelque part, ou se donner les moyens de pouvoir intégrer ces enjeux dans leur dispositif. Et puis en fait, après, il y a tout l'enjeu d'affichage quelque part, de reporting, parce que bien évidemment, il faut être capable de rendre compte. Donc vous avez notamment en France les rapports RSE, avec notamment qu'on appelle maintenant la déclaration de performance extra-financière, qui est importante et que vous allez trouver sur un certain nombre d'établissements financiers qui font donc des rapports RSE qui sont disponibles, qui sont publics et qui vous permettent donc de prendre conscience ou de prendre connaissance de la manière dont l'établissement financier gère justement ces enjeux RSE et comment elle les intègre dans sa stratégie. Et donc, on va retrouver nos 3 thématiques importantes concernant le sujet de la RSE. On peut citer aussi le GRI, qui était une initiative qui a été fondée en 1997, qui, là encore, norme en fait des reportings en matière de RSE et qui va permettre donc d'aider les entreprises à se responsabiliser en s'engageant sur la présentation, j'allais dire le disclosure en fait d'un certain nombre de critères RSE qui sont donc qui vont permettre de montrer que l'entreprise les prend en compte. Bon, la revue de la réglementation n'est pas exhaustive, hein, c'est juste les principaux éléments qui permettent de comprendre l'articulation.
Côté climat, je vais être très rapide parce que Yannick va pouvoir détailler ce sujet. Donc, juste pour montrer que dans tout ce qu'on a vu, donc les années 50, les années 90, les années 2000, etc., on arrive maintenant dans les années 2020, voilà, et on voit que les sujets du climat prennent une nouvelle tournure, hein, se renforcent bien évidemment après les fameuses COP qu'on a pu avoir. Et donc, il y a une réunion de la place de Paris en juillet 2019 où on a, en tout cas en France, bien évidemment, mais on n'est pas les seuls, réaffirmé, bien évidemment, nos engagements en faveur donc, des évolutions climatiques. Si vous allez sur le site de la CPR, ils ont fait des études très intéressantes en 2019 et en 2020 sur ces enjeux climatiques, en expliquant un petit peu, notamment, et en aidant à la méthodologie. C'est notamment des points que va aborder Yannick juste après. Voilà. Et l'AMF et la CPR sont de plus en plus partie prenante de ces sujets, alors non pas pour sanctionner, mais pour accompagner en fait les institutions financières et leur permettre d'adapter leurs dispositifs, parce que bien évidemment, qu'il s'agisse du climat ou de la RSE au sens large, et là on va passer sur la slide d'après, Maxence, quels que soient ces enjeux quelque part, tout ceci est au service en fait d'une finance durable et pour l'établissement financier, plus largement d'une performance durable pour les établissements. Donc, si côté institution financière, donc là je vais passer sur la partie plus climatique, hein, je vais laisser Yannick, voilà, c'est pourquoi je vais passer à la conclusion tout de suite, Maxence, et laisser donc Yannick poursuivre ce sujet plus spécifique du climat. Donc la RSE, plus globalement, pour les institutions financières, on a presque envie de dire, ça ne devrait pas être un nouveau sujet. Alors le climat, je vous l'accorde, le climat, honnêtement, ça s'il y a bien un sujet, on ne pensait pas quand même qu'on allait devoir autant faire attention à ces enjeux climatiques. Mais pour les autres sujets de la RSE, c'est presque dans l'ADN des établissements financiers. L'approche client, la nécessité effectivement de prendre en compte dans les pratiques commerciales, etc., des critères un petit peu sociétaux, c'est pas nouveau, ça se renforce, mais ça suppose bien évidemment quelque part une nouvelle approche client. Sur tout ce qui est financement de projet, c'est sans doute tous les enjeux environnementaux qui vont être le plus impactants dans les mois ou les années à venir, même si les enjeux environnementaux étaient peu ou prou déjà pris en compte. Il y avait déjà, honnêtement, il y a quelques années, la Société Générale, la BNP, le Crédit Agricole, qui avait dit on ne veut plus financer ce type d'entreprise, etc. Mais là, ça ne sera plus anecdotique, ça va devenir vraiment systématique, ça veut dire dans les process. Ça va avoir bien évidemment un enjeu significatif sur les investissements, hein, c'est bien l'idée, c'est de couper un petit peu les vivres aux entreprises polluantes. Ça va bien évidemment aussi rebooster ou en tout cas renforcer toute l'évolution des offres de produits d'investissement responsables et durables, notamment en matière d'asset management. Et vous le voyez bien depuis peu, on a vraiment du marketing qui se renforce sur ces produits-là pour vraiment inciter les épargnants à mettre leur argent, bien évidemment, dans des fonds qu'on pourrait qualifier de verts pour arrêter un peu ce greenwashing dont on a pu beaucoup parler. Et du coup, les sociétés de gestion, notamment, et tous les commercialisateurs et les producteurs de fonds essayent d'apporter des gages comme quoi vraiment leur fonds est bien engagé dans du social et responsable. Et donc, on voit plus largement que tout ceci doit s'accompagner d'une culture RSE, donc de formation, de sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs au service non pas des établissements financiers, mais au service de l'écosystème dans lequel les institutions financières évoluent. Tout ceci donc au profit d'une finance durable et d'un engagement long terme dans la relation avec les clients des institutions financières. Voilà Maxence, je crois que j'ai tenu dans les temps, il est 18h29. Presque, tu as un peu débordé, mais c'est pas mal, c'est pas mal, bravo. Voilà. Merci beaucoup Béatrice.
C'était très clair. On va maintenant passer la parole à Yannick Lotte, qui va, voilà, qui va nous présenter davantage les enjeux climatiques et puis le lien voilà, avec les aspects cités par Béatrice. Merci beaucoup. Lucotte, Yannick Lucotte. Pardon, Pas de problème, pas de problème. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Béatrice pour cette très belle introduction sur les trois parties, hein, sur les enjeux RSE du secteur de la banque et de l'assurance. Et donc moi, je vais plus spécifiquement donc m'intéresser. Alors comme l'a dit Béatrice, hein, les banques, le secteur de la banque et de la finance a de plus en plus pris en compte les enjeux liés au changement climatique, au financement de la transition énergétique. Et on va voir que cette implication grandissante du secteur bancaire, elle est justifiée. Pourquoi elle est justifiée? Parce qu'en fait, l'objectif de cette deuxième partie, ça va être de vous montrer que le secteur bancaire est lui-même très exposé aux risques climatiques et aux risques liés au changement climatique. Et donc, il est, en tout cas, c'est l'argument que je défends. Je pense qu'il est tout à fait normal que le secteur bancaire aujourd'hui soit au premier plan dans le financement de la transition énergétique, tout simplement parce que s'il n'y a pas une transition énergétique qui se fait rapidement, bah, le secteur bancaire pourrait être très très exposé au changement climatique. Donc l'idée ici dans cette présentation, ça va être de vous montrer un petit peu par quels canaux le secteur bancaire peut être exposé au changement climatique, quelles sont les réponses aujourd'hui du secteur bancaire face à ces risques climatiques et qu'est-ce que l'on peut attendre en termes d'évolution réglementaire sur ces questions. Donc, c'est vraiment les trois points que je vais chercher à développer dans cette deuxième partie. Donc, Maxence, je te laisse passer à la slide suivante. Donc, voilà, on va passer très rapidement. Voilà. Donc, ma première partie, c'est vraiment de vous montrer dans quelle mesure les risques climatiques, et je vais insister sur un terme important, les risques climatiques et les risques liés au changement climatique peuvent impacter le secteur bancaire européen, et on verra, on se focalisera un peu plus sur le secteur bancaire français. Alors, comme l'a dit Béatrice, effectivement, il y a, je dirais, un engagement de plus en plus important des pays industrialisés, mais également des pays émergents et en développement sur la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Le meilleur exemple, je pense, c'est l'accord de Paris, hein, décembre 2015, où on a effectivement 196 parties, hein, l'Union européenne et 195 États, qui vont se mettre d'accord sur des objectifs chiffrés visant à limiter le réchauffement climatique. Donc, typiquement, bah, ces objectifs, c'est effectivement d'essayer de limiter la hausse à 1,5%, hein, la hausse, en tout cas, la hausse des températures à 1,5%. Et puis, l'idée, c'est véritablement, en limitant cette hausse et donc au départ en limitant notamment les émissions de gaz à effet de serre, hein, de CO2, bah, l'idée, c'est effectivement de limiter la probabilité, en tout cas l'occurrence et je dirais l'intensité des catastrophes naturelles. Parce que c'est vraiment ça la question aujourd'hui, c'est comment ces catastrophes naturelles vont évoluer avec ce réchauffement climatique si on ne fait rien, rapidement. Alors, on peut se dire, oui, mais ça, en quoi ça concerne le secteur de la banque? On a en tête tout de suite, on se dit, mais oui, mais les catastrophes naturelles, c'est le secteur de l'assurance. C'est le secteur de l'assurance qui va être touché en premier. Ben, je dirais oui, mais pas seulement. Pourquoi pas seulement? Parce que tout simplement, si vous regardez, alors ici sur le graphique de droite, j'ai mis des données qui sont du Munich RE, donc c'est un centre de recherche et un assureur en Allemagne. Hein. Le Munich RE a récolté des données depuis 1980 sur les plus grandes catastrophes naturelles dans le monde, et surtout, ils essayent d'évaluer les coûts qu'ont représenté ces différentes catastrophes naturelles et la part qui est assurée. La part qui est assurée, donc, et la part qui est non assurée. Ce que l'on voit, c'est que sur les plus grandes catastrophes naturelles au monde, qu'a connu le monde depuis maintenant, en tout cas depuis 1980, on est à un tout petit peu plus d'un quart des pertes qui sont assurées. Exactement 26% des pertes causées par les catastrophes naturelles sont couvertes par une assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a effectivement une grande partie des pertes causées par les catastrophes naturelles qui ne sont pas assurées. Et on va le voir juste après. Si ces pertes ne sont pas assurées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement,
le secteur bancaire va être relativement fortement exposé à ces catastrophes naturelles. Alors on va voir, et en fait il y a deux risques possibles. Il y a un risque, je dirais, qui est direct, ce sont les risques physiques liés aux catastrophes naturelles. On verra, je vais le présenter, mais on verra, en tout cas c'est ce que je pense, et c'est ce que montrent notamment les simulations du GIEC sur l'évolution possible des catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique. Mais je pense que l'Europe ne sera pas le premier continent le plus fortement touché par les catastrophes naturelles. Effectivement, il y aura une occurrence plus importante, il y aura des coûts plus importants, mais je dirais ce qui va fortement impacter le secteur bancaire, en tout cas le plus fortement impacter le secteur bancaire en Europe, ça va être ce qu'on appelle les risques de transition. Et je vais expliquer ces différents risques juste après. Maxence, merci. Alors, premier risque, c'est ce qu'on appelle habituellement les risques physiques. Alors, ces risques physiques, c'est tout simplement les risques auxquels est exposé le secteur bancaire suite à des catastrophes naturelles. Alors, il y a tout un tas de canaux de transmission possibles, c'est-à-dire comment une catastrophe naturelle va impacter le secteur bancaire. Il y a tout un tas de canaux possibles. Je ne vais pas tous les présenter, je vais juste présenter, je dirais, les plus intuitifs et les plus simples à comprendre. Alors, bien entendu, le secteur bancaire va être d'autant plus impacté par les catastrophes naturelles que la couverture assurantielle est faible. Plus la couverture assurantielle sera faible, plus potentiellement le secteur bancaire sera touché. Alors, ça veut dire quoi? Cette couverture assurantielle, effectivement, on a vu, ça représente environ 26% des coûts engendrés par les catastrophes naturelles. Mais ce à quoi on s'attend dans le futur, c'est que plus les catastrophes naturelles seront importantes et plus leur occurrence, plus elles reviendront de manière régulière, moins le secteur de l'assurance sera prêt à assurer ce type de catastrophe. Ou, de la même manière, plus les primes d'assurance seront élevées et moins le secteur privé sera prêt à s'assurer pour ce type de catastrophe. Et donc, ça veut dire quoi? On s'attend très clairement dans les années à venir à ce que la couverture assurantielle descende en dessous de ces 26%. Tout simplement parce qu'on a tout un tas de risques qui ne sont pas assurables, et notamment, on reviendra dessus, mais il y a tout un tas de risques liés notamment à la perte en termes de chiffre d'affaires et de production. Tout simplement, ces pertes très souvent ne sont pas assurées. Alors là, je prends un exemple. Par exemple, après la tempête Sandy aux États-Unis, il y a eu une enquête qui a été faite et très clairement, on s'est rendu compte qu'on avait un grand nombre d'entreprises, en tout cas une grande partie des entreprises, qui n'étaient pas assurées contre les pertes d'activité liées aux catastrophes naturelles, c'est-à-dire l'arrêt de l'activité pendant un certain nombre de mois, le temps de reconstruire tout simplement l'outil de production. Donc, effectivement, cette couverture assurantielle qui est amenée à baisser, c'est un enjeu majeur pour le secteur bancaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, qu'est-ce que l'on voit avec le petit graphique de droite? Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, le secteur bancaire peut être touché directement par une catastrophe naturelle, mais la plupart du temps, c'est lorsque, en fait, les catastrophes ne sont pas assurées. Pourquoi? Tout simplement, lorsque les catastrophes ne sont pas assurées, ça veut dire que celui qui va supporter la perte, en tout cas, c'est l'entreprise ou le ménage qui subit cette catastrophe. Et ça veut dire quoi pour le secteur bancaire? Ça veut dire tout simplement soit une perte au niveau des garanties, des collatéraux, et puis ça veut dire aussi une dégradation du bilan des entreprises, une dégradation du bilan des ménages, et donc tout simplement une augmentation du risque de crédit. Et je reviendrai sur cet argument, mais pour moi, aujourd'hui, les risques climatiques, ils viennent tout simplement, en tout cas les risques associés au changement climatique, ils viennent tout simplement exacerber les risques traditionnels, en particulier risque de crédit et risque de marché, je reviendrai dessus juste après. Mais même, je dirais, même si les pertes sont assurées, ce que l'on va voir, c'est effectivement que le secteur bancaire le secteur de l'assurance, va être fortement touché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce secteur de l'assurance, le risque, c'est qu'effectivement, pour trouver les liquidités nécessaires, pour rembourser ses pertes, le secteur de l'assurance va se mettre à vendre une partie de ses actifs. Ce qu'on appelle habituellement en anglais les fire sales, ou alors ce qu'on appelle en français, on le traduirait par les ventes en catastrophe. On va voir effectivement le secteur de l'assurance se mettre à vendre massivement des titres pour essayer de trouver les liquidités pour financer tout simplement les pertes assurées. Et ça, bien entendu, ce n'est pas sans conséquence sur le secteur bancaire. Donc, effectivement, moins il y aura de couverture assurantielle, plus ça prendra de temps à reconstruire,
plus les entreprises seront touchées fortement par les catastrophes naturelles et plus les pertes attendues pour le secteur bancaire seront importantes. Et donc ça, aujourd'hui, effectivement, on a dans certains pays un secteur bancaire qui est très, très exposé. Par exemple, je travaille aujourd'hui avec la Banque centrale du Maroc sur ces questions. Pourquoi le Maroc est très exposé à ces risques physiques et pourquoi les entreprises marocaines sont très exposées à ces risques physiques? Tout simplement, la plupart des entreprises sont situées entre l'axe Casablanca et Rabat. Et donc, avec la montée des eaux et la montée du niveau de la mer, on s'attend effectivement à ce que la production industrielle au Maroc soit très fortement exposée à ces risques physiques. Comme je l'ai dit, en Europe, la situation sera beaucoup plus hétérogène suivant les pays, mais on peut s'attendre dans certains pays, alors la Grande-Bretagne, en tout cas l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, mais effectivement, on a une vulnérabilité notamment de Londres, mais plus généralement de l'Angleterre, au risque d'inondation qui est très importante. Donc, très clairement, le secteur bancaire sera potentiellement, dans un avenir relativement proche, fortement exposé à ces risques physiques. Je vais parler dans la slide suivante d'un autre type de risque, ce qu'on appelle les risques de transition. Alors, ces risques de transition, pour moi, c'est effectivement le principal enjeu aujourd'hui pour le secteur bancaire. Alors, ces risques de transition, c'est quoi? C'est le risque, en fait, lié à une transition plus ou moins rapide et plus ou moins ordonnée vers une économie à faible intensité carbone. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, mais aujourd'hui, ce qu'on envisage, on peut théoriquement envisager deux types de transition. Une transition qu'on appellerait ordonnée, c'est-à-dire une transition qui va se faire rapidement, c'est-à-dire des politiques qui vont prendre des mesures rapides pour contrer le réchauffement climatique, qui vont financer la transition énergétique, donc qui vont financer la recherche et développement dans ce sens, qui vont donner des subventions aux entreprises pour migrer vers des énergies moins polluantes, etc., etc. Bon, ça, honnêtement, malgré l'accord de Paris et malgré tous les sommets qui ont suivi, on peut s'attendre à ce que cette transition ordonnée, en tout cas d'après ce que l'on voit aujourd'hui, on s'attend à ce que cette transition, elle soit loin d'être ordonnée. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les politiques sont concernés aujourd'hui encore par autre chose, et notamment la crise sanitaire. Mais même à la sortie de la crise sanitaire, on peut se dire que la transition vers une économie à faible intensité carbone ne se fera pas du jour au lendemain. Le problème, c'est quoi? Très clairement, le GIEC dit qu'en 2040, on aura épuisé notre stock viable, je dirais, d'émissions de CO2. Donc, ça voudrait dire qu'en 2040, normalement, si on veut véritablement limiter le réchauffement climatique, on ne devrait plus émettre, en tout cas, on aurait quasiment plus de marge de manœuvre en termes d'émissions de CO2. Alors, ce que prévoit le Comité européen du risque systémique, le SRB, c'est qu'ils disent ne vous attendez pas à une transition ordonnée. On va aller dans une transition désordonnée et eux, ils appellent ça une transition brutale. Alors, cette transition brutale, elle va poser de gros problèmes pour le secteur bancaire. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi cette transition brutale? Du jour au lendemain, les gouvernements vont prendre des mesures très fortes, très drastiques, pour effectivement passer vers une économie à faible intensité carbone. Et ça peut avoir des conséquences très, très fortes sur le secteur bancaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir tout un tas de secteurs, tout un tas d'entreprises qui vont du jour au lendemain être très fortement contraintes par ces nouvelles normes, par effectivement ces nouveaux quotas. Et ces entreprises vont voir effectivement, en tout cas, le bilan de ces entreprises va très fortement se dégrader et les banques vont être très fortement exposées sur ces secteurs où ces entreprises fortement émettrices de CO2. Mais je dirais, le risque auquel est exposé le secteur bancaire, ça ne s'arrête pas simplement aux entreprises émettrices de CO2. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'oublie un petit peu. C'est-à-dire que quand on se focalise sur le débat et quand les banques se focalisent sur ce débat, elles sont sur émissions de CO2, qui sont devenues aujourd'hui, qui ne sont plus optionnelles, mais qui sont devenues obligatoires depuis quelques semaines. Mais ce n'est pas simplement ça, c'est toute la chaîne de valeur qui va être impactée. Toutes les entreprises qui dépendent de ces entreprises émettrices de CO2, c'est toute la chaîne de valeur qui va être impactée. Alors, la Banque centrale européenne travaille depuis quelques mois sur ces questions pour essayer d'évaluer justement l'exposition du secteur bancaire à ces risques de transition, non pas seulement aux entreprises émettrices de CO2, mais à toutes les entreprises qui sont dépendantes dans la chaîne de valeur de ces entreprises émettrices de CO2. Alors, ce qui peut nous rassurer un petit peu, c'est que ces risques de transition, effectivement, ils existent. Ils seront de plus en plus importants si, effectivement, on ne fait rien rapidement.
C'est-à-dire qu'effectivement, le secteur bancaire va avoir des entreprises, va être confronté à des entreprises en forte difficulté dans un futur proche, parce que ces entreprises seront contraintes par les politiques économiques qui auront été décidées pour accélérer très fortement et très rapidement la transition. Moi, ce qui me rassure, oui. Je peux pas juste interrompre 2 secondes? Est-ce qu'on Bien sûr. peut un tout petit peu accélérer par Oui, rapport bien au sûr. PMI? Ok. Il me reste 10 minutes à peu près, c'est ça, hein? Oui, 10 minutes, voilà. Ok. Super. Pas de Merci souci. beaucoup. Donc, ce que l'on voit ici, ce qui me rassure un petit peu, c'est l'évolution du prix des droits à polluer sur le marché européen, c'est-à-dire le prix de la tonne de CO2. Bah, jusqu'en 2018, on voyait qu'on était en dessous de 8 euros. Hein. Donc, on était à une valorisation très très faible de la tonne de CO2, c'est-à-dire que ça coûtait très peu cher d'être pollueur en quelque sorte. Alors ça, c'est dû effectivement aux limites du marché des droits à polluer, sur lesquels on pourra revenir si vous voulez, mais effectivement, ce que l'on voit depuis 2018, c'est quand même une hausse assez marquée du prix de la tonne de CO2 sur le marché des droits à polluer européen. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'au moins en Europe, on peut s'attendre à ce que ça force les entreprises à aller un peu plus rapidement vers une transition énergétique, en tout cas à faire les efforts nécessaires pour être moins polluantes. Slide suivant, Maxence, s'il te plaît. Merci. Alors ici, vous avez un résumé de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire effectivement, on a deux types de risques, les risques physiques liés aux catastrophes naturelles, les risques de transition liés, alors qui sont incertains, mais qui sont liés à la vitesse plus ou moins importante vers laquelle on convergera, en tout cas, on aura une transition vers une économie dite un peu plus verte, en tout cas une économie verte, mais très clairement, ces deux types de risques ne seront pas sans conséquences sur le secteur bancaire. En particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura deux types de risques majeurs. Un risque de crédit, parce que tout simplement, les actifs des entreprises qui seront très fortement concernés par ces risques de transition vont se déprécier très fortement et très rapidement. Et puis, un risque de crédit. Risque de crédit et puis également un risque de marché. C'est-à-dire qu'effectivement, les actifs d'un certain nombre d'entreprises ou d'un certain nombre de secteurs vont se déprécier très rapidement et le secteur bancaire va voir effectivement son bilan se dégrader très fortement et très rapidement si on est effectivement dans la logique, en tout cas dans le scénario d'une transition désordonnée et d'une transition brutale. On va maintenant très rapidement, slide suivante, s'il te plaît, Maxence. Donc, très rapidement, je vais faire un petit point. Justement, Béatrice parlait tout à l'heure de l'ACPR qui fait un gros travail depuis maintenant un peu plus de 2 ans pour essayer d'évaluer comment le secteur bancaire prend en compte ces risques climatiques et ces risques liés au changement climatique. Alors, l'ACPR a deux types de travaux, c'est-à-dire ils vont voir un petit peu comment, d'un point de vue de gouvernance, comment les banques françaises prennent en compte ces nouveaux risques, et puis ils vont chercher à évaluer aussi quelle est l'exposition aujourd'hui du secteur bancaire français à ce nouveau type de risque. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, et je vais juste dire un mot là-dessus, c'est qu'on voit aujourd'hui que, en termes de risque de transition, les banques, si on regarde le pourcentage d'encours qui est exposé à ces risques de transition, les banques sont beaucoup plus exposées en France que le secteur de l'assurance. Donc ça me conforte aussi dans l'idée que j'avançais précédemment, ce n'est pas le secteur de l'assurance qui va être le premier impacté par les risques liés au changement climatique. Et il faut quand même nuancer, effectivement aujourd'hui, l'exposition des banques françaises au risque physique, il est très faible. Vous avez ici un chiffre, 2,5% des actifs des établissements financiers français sont situés dans des zones géographiques moyennement ou fortement vulnérables au changement climatique. Donc aujourd'hui, ce qui pose problème, en tout cas le principal enjeu, c'est véritablement le risque de transition. Et on pourra en rediscuter si vous voulez, mais il faut avoir en tête non pas simplement les entreprises émettrices de CO2, mais plus globalement toute la chaîne de valeur et toutes les entreprises dépendantes de ces entreprises émettrices de CO2. Maxence, s'il te plaît. Merci. Alors, juste quand même, si on regarde un petit peu l'exposition des banques françaises et des banques européennes, aujourd'hui, cette exposition, et c'est pour conforter ce que je disais juste avant, cette exposition au risque physique, il est à nuancer, il est relativement faible. Et sur ce qui est risque de transition, ici, c'est un graphique du Comité européen du risque systémique. Ce que l'on voit toutefois, c'est que quand on prend les 20
les 20 entreprises les plus émettrices de CO2 en Europe. Quel est le secteur bancaire le plus exposé en Europe? C'est le secteur bancaire français. C'est le secteur bancaire français qui est aujourd'hui le plus exposé vis-à-vis de ces 20 entreprises émettrices de CO2. Donc, effectivement, le risque physique est très faible, mais par contre, le risque de transition, lui, apparaît clairement à travers ce graphique. C'est-à-dire que si demain, les politiques décident de serrer la vis en termes d'émissions de CO2 et décident effectivement d'introduire des outils de politique économique pour réduire ces émissions de CO2, alors très clairement, le secteur bancaire français sera le secteur bancaire le plus touché en Europe, d'après ce que l'on peut voir ici. Alors, juste, donc, ma présentation se terminera sur une dernière question. Maxence, slide suivant. Alors, juste dernier point, pardon, sur le secteur bancaire français. Mais je ne voulais pas trop en parler parce que Béatrice en a parlé. En fait, aujourd'hui, l'enquête de la CPR révèle en fait deux grandes catégories d'établissements. Et effectivement, on retrouve bien les établissements de grande taille, les établissements de taille moyenne ou de petite taille. C'est quoi ces deux grandes catégories d'établissements? C'est aujourd'hui, depuis quelques années, on a des grands établissements qui considèrent effectivement les risques liés au changement climatique comme un risque à part entière. C'est-à-dire qu'ils ont monté effectivement des divisions, des services spécifiquement dédiés à l'évaluation de l'exposition des actifs de la banque aux risques physiques, mais surtout aux risques de transition. Et on a encore, donc ça c'est la deuxième catégorie d'établissements, on a encore un certain nombre d'établissements qui considèrent ces risques environnementaux et qui ne parlent même pas de risques de transition ou de risques liés au changement climatique, qui considèrent ces risques comme appartenant aux objectifs RSE, c'est-à-dire de responsabilité sociale, sociétale des entreprises, et qui n'ont pas aujourd'hui d'outils dédiés, notamment des outils de stress test dédiés à la prise en compte et à l'évaluation de l'exposition de la banque à ces risques liés au changement climatique. Et je vais terminer donc les slides suivantes sur quels sont aujourd'hui les enjeux réglementaires. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Alors, aujourd'hui, très clairement, d'après les dernières déclarations, on peut s'attendre à une évolution rapide de la réglementation, mais aussi de la politique monétaire, puisque la politique monétaire, Lagarde, a dit très clairement que la politique monétaire et la Banque centrale européenne auraient potentiellement un rôle très important à jouer dans le financement de la transition énergétique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on envisage? Ce qu'on envisage, il y a plusieurs pistes de réflexion. La première, d'un point de vue, je dirais, réglementation prudentielle, c'est tout simplement d'introduire un facteur de soutien vert ou un facteur pénalisant dans les règles prudentielles. Je reviendrai sur cette question juste après, mais ça veut dire quoi notamment? Ça veut dire intégrer une pondération différente aux différents types d'actifs en fonction, est-ce que je finance ou non la transition énergétique? Si je finance la transition énergétique, alors je vais accorder une pondération pour les exigences en fonds propres qui soit plus faible. Alors très clairement, on a déjà des pays qui font ça. La Banque populaire de Chine intègre déjà dans sa politique dite macro-prudentielle, intègre déjà ces facteurs pénalisants, ce qu'on appelle facteurs pénalisants bruns, c'est-à-dire lorsque les banques financent des projets et des entreprises fortement émettrices de CO2. Slide suivant, Maxence. Donc, quels sont les risques potentiels aujourd'hui? En tout cas, je vais terminer sur les pistes de réflexion actuelles de manière encore plus précise, mais aujourd'hui, pourquoi on ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait sur l'intégration des risques climatiques, en tout cas des risques liés au changement climatique dans la politique prudentielle? Bon, la première raison, c'est que la réglementation a évolué très récemment. On est passé de BAL 2 à BAL 3 à partir de 2013. Et donc, il faut laisser le temps. On n'a même pas fini d'implémenter totalement BAL 3. Et donc, potentiellement, on intégrera ces risques liés au changement climatique dans BAL 4. En tout cas, ce n'est pas sur la table pour l'instant. En tout cas, on n'en discute pas véritablement. Mais voilà, il faut laisser le temps aussi à la réglementation d'évoluer. On n'a pas fini de mettre en place BAL 3. Donc, voilà, on ne va pas changer la réglementation et faire table rase de ce qui existe pour intégrer les enjeux liés au changement climatique. Et puis, je dirais, le risque aujourd'hui, si je voulais résumer cette slide, le risque aujourd'hui, c'est effectivement de détourner potentiellement, je dirais, l'attention de la réglementation en accordant potentiellement, je dirais, un rôle trop important à l'incitation au financement de la transition énergétique
plutôt qu'à la gestion des risques traditionnels et à l'exposition, à la maîtrise de l'exposition des risques traditionnels tels que le risque de crédit ou le risque de marché. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est notamment le FMI. Hein. Le FMI dit attention, il y a un risque effectivement de voir la politique prudentielle et notamment macroprudentielle se détourner de son principal objectif, qui est la stabilité financière. Et le FMI dit attention, ça risque de créer des divergences de réglementation au niveau mondial. Et ça, c'est pas très bon non plus parce que on risque d'avoir une réglementation à 2 vitesses avec des exigences complètement différentes. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est l'argument principal, je pense que les risques liés au changement climatique, ce sont des risques traditionnels, risques de crédit, risques de marché. Et c'est pas parce que la réglementation s'attache à contrer, en tout cas, à diminuer l'exposition des banques à ce type de risque, que ça remet en cause l'objectif principal de la politique prudentielle et notamment macroprudentielle, qui est l'atténuation des risques financiers et plus globalement la stabilité du secteur bancaire financier. Je termine juste. Il reste vraiment 30 secondes. Oui, je termine juste. Alors, quelles sont les discussions aujourd'hui que l'on a? Donc, slide suivante, quelles sont les pistes de réflexion que l'on a aujourd'hui? Alors, ces pistes de réflexion, effectivement, l'idée, ce serait quoi? Ce serait de prémunir, en tout cas de faire en sorte que le secteur bancaire soit capable d'affronter cette transition brutale, cette transition désordonnée. Donc, l'idée qu'on a aujourd'hui, ce serait de mettre en place des fonds propres systémiques qui s'adapteraient en fonction de la vitesse de transition des économies. Plus une économie irait vers une vitesse de transition rapide, moins le secteur bancaire serait exposé potentiellement à cet atterrissage dit brutal. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans l'idée d'aller adapter les fonds propres en fonction de la catégorie d'actifs que détiennent les banques, c'est-à-dire est-ce que ces actifs financent ou non la transition énergétique, et en fonction plus généralement de l'exposition du secteur bancaire au risque de transition, et donc de préparer, de rendre le secteur bancaire beaucoup plus résilient à une transition brutale en exigeant de ce secteur bancaire des fonds propres plus importants pour préparer cette transition et rendre le secteur bancaire beaucoup plus résilient. Voilà, j'ai terminé, Maxence. Merci Yannick. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Merci pour l'intervention. On a la chance maintenant d'avoir Olivia qui va intervenir et en lien notamment avec la transition écologique, et on va notamment pouvoir parler des labels, tout ce qui est label ISR. Merci Olivia. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour les interventions avant qui étaient vraiment très riches et très intéressantes. J'aimerais juste peut-être revenir un petit peu sur un point ou deux qui ont été dits précédemment. Puis après, je vais peut-être d'abord commencer par m'introduire qui je suis. Donc Olivia Blanchard, je suis présidente de l'Association des acteurs de la finance responsable, qui est une association aujourd'hui qui est indépendante et qui a vocation en fait à regrouper des professionnels de la finance qui sont déjà engagés pour la finance responsable ou qui vont s'engager. Donc un peu un lien et une bonne transition avec tout ce que j'ai entendu avant, où effectivement on parle beaucoup de la réglementation dans les institutions en disant voilà, ça leur met la pression par rapport à un risque de réputation aussi et ce genre de choses. Je tiendrai à dire qu'effectivement, il y a un vrai risque de réputation pour les institutions financières, mais il n'y a pas que ça. Et nous, en tout cas, on pense vraiment que tous ceux qui travaillent et tous ces salariés, ces hommes et ces femmes qui se trouvent dans ces institutions, ont vraiment un rôle à jouer dans l'intégration de la RSE, comme ça a été expliqué par Béatrice, notamment en faisant évoluer son métier. Mais on en reviendra un petit peu plus tard. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler en fait donc des actions concrètes qui sont à ce stade dans le secteur bancaire et financier, et puis notamment des labels, comme l'a dit Maxence, avec toute une série de labels. Donc, vous pouvez passer au slide d'après. Donc voilà, avec, on le voit, toute une série effectivement assez importante. Alors les labels, ça sert à quoi? Ça sert globalement à pouvoir mettre une étiquette pour se dire, OK, ça, c'est ce qu'on va considérer comme de la finance responsable. Ça va permettre notamment à des épargnants de pouvoir flécher leur argent en se disant, OK, j'investis dans un fonds qui a ce label ISR, Greenfin ou Finansol. C'est synonyme de mettre mon argent et de lui donner un sens en ayant de l'impact positif, social et environnemental. Donc, le label Finansol, c'est le premier qui a été créé en 1997. Ensuite, a suivi le Greenfin et le ISR.
Aujourd'hui, celui que tout le monde est plus familier, c'est le label ISR. Alors, ça a créé un petit peu des sujets, notamment sur le greenwashing, parce que le label qui s'appelle investissement socialement responsable est aussi utilisé, cette expression est aussi utilisée par des sociétés de gestion ou des fonds pour dire qu'elles avaient une méthodologie un peu plus responsable, mais sans répondre finalement au référentiel d'un label stricto sensu comme il a été défini par le ministère. Donc aujourd'hui, cette situation commence à être rectifiée et effectivement, le label ISR est un peu le côté emblématique national français de dire, voilà, nous, quand on a un fonds qui est labellisé ISR, il a cette volonté d'avoir, on va dire, une influence sur le social et l'environnemental. Je ne parle pas d'impact, parce que ce n'est absolument pas du tout approprié d'utiliser, par exemple, la notion d'impact avec un label, mais c'est juste un moyen de fléchage et se dire qu'il y a une intégration des critères ESG, donc environnement, social et gouvernance, qui a été prise en compte dans la sélection du portefeuille. Aujourd'hui, les encours sont vraiment significatifs sur ce label. Celui-ci est en train d'évoluer, est en discussion. Il y a aussi certainement des plaintes d'évolution à apporter, notamment avec la création d'un écolabel européen qui est en cours au niveau de la Commission européenne. Seulement, dernière nouvelle, seulement 3% des fonds labellisés passeraient le référentiel de l'écolabel. Donc, il y a encore un petit travail d'ajustement sur les référentiels. Ensuite, ça, c'était les 3 labels, on va dire, historiques. Il y en a eu des nouveaux qui ont été créés, notamment le label ISR immobilier, qui vient répondre, en fait, à une évolution du marché financier avec ces investissements immobiliers qui a vraiment voulu, en fait, afficher aussi une volonté de participer à ces investissements seulement responsables et de se dire, voilà, c'est pas parce qu'on investit dans l'immobilier que ça n'a pas un impact social et environnemental. Et donc aujourd'hui, ce label qui est sorti très récemment, je pense que c'était cet hiver, commence à voir quelques fonds qui sont labellisés. Le label Relance également est un label qui a été créé cet hiver suite à la crise économique, qui permet en fait à l'épargnant de comprendre que lorsqu'il investit dans un fonds label Relance, il va participer à la relance économique du pays à un niveau local et territorial. Il y a des rapports qui sont très bien faits, justement, il n'y a pas longtemps, sur le label Relance, qui montre par collectivité et territorialité quels ont été, en fait, les apports de ce label et l'argent qui a été utilisé et transféré, justement, sur ces projets. C'est ces projets-là. Après, je passerai label transition. Bon, c'est pareil, c'est par le label Emmaüs. Celui-ci n'est pas encore hyper connu, mais voilà, il y a tout ça. Ensuite, il y a les labels voilà, de l'investissement à impact sur les plateformes de financement participatif. En fait, je pense que si on pose le décor de la finance, il y a effectivement ce qu'on connaît, les banques, il y a les sociétés de gestion, et puis il y a aussi les autres un peu alternatives, ce qu'on appelle sociétés de courtage, ou alors les plateformes de financement participatif. Il y en a de plus en plus qui se présentent sur le marché financier, qui vont être Lita, Mimosa, Ulule, enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup, et d'autres, certaines en fait, on va avoir vocation vraiment sociétale à financer des projets humains et citoyens à destination de tous ces enjeux de transition. Et du coup, pour les reconnaître, il y a un label qui a été créé. Donc, ça fait beaucoup de labels, en fait, qui ne sont pas faciles parfois à appréhender, à comprendre le mécanisme. Et surtout, ce qu'il faut derrière, c'est comprendre comment ce label fonctionne, comprendre quelle était l'intentionnalité qui avait été posée par le régulateur, justement, pour créer ce label. Voilà. Pour passer à la slide d'après. Alors, ce qui est très intéressant, et là je vais juste faire le lien avec notamment le label ISR, donc celui que tout le monde va dire connaît plus et appréhende. Quand vous prenez la responsabilité, quand vous êtes une société de gestion, une banque ou un fonds, etc., de vous faire labelliser voilà, en obtenant ce label, vous devez aussi répondre à des obligations, ce qu'on appelle donc le référentiel. Cela va être assez contraignant parce que vous devez faire intervenir tout un process d'auditeur, de certification, et cela de manière annuelle. Pour ce référentiel, il y a différents piliers.
Et notamment, il y a un pilier 4 qui est très important et qui est souvent un peu sous-estimé, c'est celui de l'engagement actionnarial et du droit de vote. Et ça répond un petit peu à une problématique qui se pose ces derniers temps, notamment avec l'illustration très récemment du cas de Danone, sur la pression actionnariale que l'on peut avoir. Et donc là, on rentre dans une nouvelle thématique et une nouvelle dimension de la finance devient un acteur majeur de cette transition sociale et environnementale. Effectivement, aujourd'hui, dès que vous avez des actions, vous avez, enfin, on va dire, potentiellement un droit de vote qui est attaché. Mais on a en France un mécanisme législatif qui est un petit peu contraignant, compliqué. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus, il y a le Forum pour l'investissement responsable qui a sorti un rapport le 6 avril, donc il y a 2 jours, justement sur l'engagement actionnarial et les pouvoirs que peuvent prendre les actionnaires sur les sociétés pour les obliger en quelque sorte à participer de manière vraiment proactive à cette transition. C'est ce qu'on appelle le Say on Climate, où finalement on va déposer des motions à l'Assemblée générale sur une demande d'engagement de la société vis-à-vis de son plan pour l'environnement notamment. Donc, les cas aujourd'hui qui sont les plus connus en France, ça a été effectivement ce qui s'est passé avec HSBC où il y a eu ce mouvement actionnarial qui a demandé des comptes. Il y a également eu Total, ça a été le premier qui a subi un petit peu cette foudre actionnariale, notamment avec la coalition de Shareholders for Change, qui les ont mis un petit peu au pied du mur. Et depuis, ils ont un peu appris la leçon. Et justement, avec notamment Vivendi, sont les premiers à utiliser ce mécanisme de Say on Climate et de proposer de manière proactive, justement, le vote sur leur plan de transition. Le cas de Danone, qui a récemment fait couler beaucoup d'encre, est effectivement une bonne illustration du pouvoir actionnarial, mais cette fois qui, je sais, en fait, a été beaucoup critiqué en disant, voilà, ça a été la fin du capitalisme responsable parce que Danone étant, avec l'effigie d'Emmanuel Faber, la société du CAC 40 qui montrait effectivement et affichait le plus de valeur RSE. Et beaucoup ont vu en fait dans ce mouvement actionnarial comme une défiance et une remise en cause des performances de la RSE. Nous avons longuement étudié ce cas, échangé avec des experts sur le sujet et cela ne remet absolument pas en cause en fait le modèle RSE de l'entité de Danone et c'était plutôt des problématiques internes de gouvernance mais en rien lié en fait avec la performance RSE. Aujourd'hui, c'est très largement admis qu'en fait, une société qui a une très forte politique RSE, des engagements ou des forts indicateurs ESG, de toute façon, est performante. Donc, le débat aujourd'hui n'est pas là sur cette entité, sur cette société et disons qu'il y a encore beaucoup à faire, mais plutôt prendre l'exemple pour essayer d'améliorer, on va dire, et de pratiquer multiplier ces bonnes pratiques au niveau des sociétés de gestion. Et les financiers ont vraiment ce pouvoir pour justement être acteurs et faire bouger les lignes auprès de ces entreprises. Vous pouvez mettre ça après. Il y a un point qui est très important, donc aujourd'hui, ça a été déjà évoqué quand même par Béatrice et puis par Yannick, donc je ne m'étalerai pas, puis c'est très complexe à 19h07 de commencer à rentrer sur ce genre de sujet. De manière générale, effectivement, le cadre législatif et réglementaire s'intensifie et se complexifie énormément. Le premier cas, c'est effectivement le règlement sur la taxonomie, qui fait trembler la plupart des professionnels aujourd'hui sur sa mise en application et son côté comment on va faire en fait concrètement, opérationnel. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que ça fait 13 ans que je suis compliance officer, ça fait 13 ans que j'essaye d'appliquer concrètement des réglementations. Et je peux vous dire que c'est pas facile au quotidien, et notamment quand on arrive sur des degrés de complexité avec des sujets tels que la taxonomie qui va en prendre en considération des éléments scientifiques, ingénieux, etc., qui sont en dehors finalement même de nos connaissances financières pures, et bien là, il faut s'accrocher. Donc, vous pouvez passer donc, parce qu'en fait, il y a des animations, je crois. Voilà. Ah.
Non, il y avait une autre petite réglementation avant. Voilà. Il y a notamment, donc, après la taxonomie, il y a le règlement disclosure. Alors aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les réglementations se complexifient, s'intensifient, mais beaucoup sur un pan de la finance, comme j'expliquais tout à l'heure. Il y a banque, effectivement, société de gestion, puis il y a un peu les autres. Et aujourd'hui, ce qui est un peu dans le collimateur, c'est toutes les sociétés de gestion. C'est celles qui, effectivement, vont gérer ces fonds, qui vont pouvoir flécher ou pas les épargnes. Et on leur demande d'être beaucoup plus transparents, en fait, sur la communication qu'elles ont avec les clients finaux et, in fine, les distributeurs et puis, finalement, aussi les épargnants. Donc, la réglementation s'intensifie, se complexifie aussi, notamment donc, ce règlement disclosure qui est rentré en vigueur au mois de mars, avec une catégorisation, une classification très spécifique des fonds, qui a fait des cheveux blancs à plus d'un compliance officer également sur ce sujet-là. Et si vous voulez, je précise juste en savoir un petit peu plus sur toutes ces réglementations, pour information, avec l'association, les AFR, tous les mois, on organise un webinaire spécifique sur un point de réglementation où on va décortiquer justement sa mise en application opérationnelle. Voilà. Le règlement benchmark et puis la révision donc, du non-financial reporting. Donc voilà, et rien, ça en fait, c'est déjà rien qu'un panorama sur cette année. Il y a aussi, ce que je n'ai pas écrit là, MiFID II, etc., qui va venir intensifier les questionnaires que les banquiers vont devoir poser, notamment vis-à-vis de leurs clients sur quelle appétence ils ont sur les critères ESG pour leur proposer des produits adéquats. Tout cela dans l'espoir qu'effectivement, aujourd'hui, le lien se fasse entre les produits financiers qui sont créés et finalement une attente des épargnants qui veulent redonner du sens à leur argent, qui veulent redonner du sens à leur épargne. Mais parfois, les deux univers ont du mal à communiquer. Il y a des sondages qui montrent effectivement ça assez bien, que peu de personnes ont accès à des produits financiers responsables, alors qu'on a l'impression qu'il en existe plein quand on est dans l'intérieur de ces institutions. Mais parfois, il y a un peu de l'huile à mettre dans les rouages, et j'ai envie de dire que souvent, ça passe aussi, qu'on le veuille ou non, par cette réglementation qui va imposer des bonnes pratiques et de modifier, de faire évoluer ces procédures. Vous pouvez passer. Des métiers à faire évoluer par la formation. Et ça, c'est un point très important, effectivement. Donc, je vous ai parlé, je vous disais, voilà, il y a tous ces labels, il y a toute cette réglementation qui s'intensifie, qui se complexifie. Il y a finalement toute cette volonté aussi de vouloir faire en sorte que la finance devienne plus responsable pour répondre à des enjeux sociaux, environnementaux. Comme le disait très bien Béatrice, le social, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que le risque climatique et le changement climatique. D'ailleurs, l'article 29 de la nouvelle loi énergie-climat prend en compte la biodiversité. Donc ça y est, ça commence aussi à venir, ce qui va aussi complexifier, parce que si on est encore sur le climat, on arrive à être à l'aise. Maintenant, sur la biodiversité, c'est encore un autre sujet. Mais on n'en parlera pas là. Et ce qui va être très important en fait pour ces institutions, c'est de comprendre effectivement tout ce nouveau panorama qui se met en place, sur lequel ils ne vont pas pouvoir échapper, pas encore sous la contrainte, parce que comme on ne me l'a pas précisé, mais aujourd'hui, c'est vrai que les régulateurs sont quand même dans une démarche encore pédagogique, ils ne sont pas encore dans une démarche de sanction, ce qui, au bout de quelques temps, faudra peut-être penser à le faire, sachant que quand on voit que sur la lutte contre le blanchiment d'argent, même si on a des 32 millions d'euros par an d'amende, bah, on voit qu'on a toujours du blanchiment d'argent. Donc, on n'a pas encore éradiqué la pratique. Donc, il faut peut-être réfléchir un petit peu à doubler la cadence, notamment sur ces enjeux-là, parce qu'on ne va pas avoir autant le temps que ça. Et un élément déterminant qui va pouvoir justement participer à cette transition sociale et environnementale, c'est l'humain. C'est l'homme, les femmes qui sont engagés et qui travaillent dans ces institutions. Mais pour cela, il va falloir faire évoluer son métier. Il va falloir le transformer. Comment? En intégrant ces nouveaux enjeux socio-environnementaux. De faire en sorte que la RSE ne soit plus un département clivant, mais qu'elle soit intégrée dans toutes les lignes et corps de métier. Au sein de l'association, nous avons fait un groupe de travail sur les compliance officers. Et nous avons fait un sondage avec 100 réponses pour savoir si les compliance officers voulaient être acteurs de cette finance responsable. Est-ce qu'ils voulaient eux aussi faire évoluer leur métier? Au-delà de lutter contre le blanchiment d'argent, la corruption ou la fraude, c'était de se dire est-ce que eux aussi veulent lutter contre le réchauffement climatique et les inégalités sociales?
nous avons eu un carton plein. Effectivement, ils sont vraiment tous très motivés. Cependant, on se rend compte que 53% n'ont pas inclus dans leur plan de formation de la formation spécifique à la RSE, ni à la finance durable ou responsable. Et ça va déjà passer par là. Quand on veut faire évoluer son métier, il faut comprendre ces nouvelles approches, ces nouvelles problématiques. Slide d'après. Ah non, ah d'accord, ok. Bon, il y a une slide qui a sauté, c'est pas grave. Et ensuite, en fait, on se rend compte que 80% aujourd'hui sont pour justement suivre ces formations, etc. Et là, il y a un enjeu qui est fondamental, c'est les RH. On parlait tout à l'heure, Béatrice nommait un petit peu toute cette liste de métiers qui doit être mis au devant de la scène. Effectivement, les compliance, c'est une évidence par rapport à tous ces enjeux réglementaires. Mais les RH, elles doivent également accompagner cette transition, cette formation. Et nous, on se rend compte sur le terrain que c'est pas forcément évident de faire bouger ces métiers et de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le choix et qu'il faut vraiment aller dans cette évolution pour intégrer ces nouveaux enjeux. Donc voilà. J'espère que le message sera passé et que des nouvelles actions pourront émerger de tout ça. Olivia, merci beaucoup, c'était très clair. En plus, on a tenu le temps, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc merci beaucoup à Yannick, Béatrice et puis Olivia. Peut-être avez-vous des questions à poser. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser via le chat. Ou alors vous pouvez activer vos micros, je pense que c'est plus simple même. Oui, ou activer les micros aussi si vous le souhaitez. Après, peut-être... Oui, alors. Après, peut-être une question à vous trois, finalement. Si on faisait le lien entre votre intervention, Olivia, Yannick et puis Béatrice, qu'est-ce qu'on pourrait retenir et quel serait le lien entre ces trois grandes parties? Pour moi, oui. Oui, pardon Béatrice. Non, moi j'ai juste une phrase, c'est qu'en fait, le lien, on a un peu fait la présentation un petit peu en entonnoir quelque part, et en fait, voilà, j'ai envie de dire, moi, le lien, c'est que j'ai englobé tous les sujets qui ont été réapprofondis quelque part par Yannick et réapprofondis par Olivia, notamment sur tous les labels, etc., et tous ces enjeux. Donc les liens étaient évidents quelque part, puisque c'est voilà, c'était l'objectif, hein, ceci dit, c'est c'est qu'il y ait une logique dans nos présentations. Et donc voilà. Donc, mais je laisse Yannick du coup apporter un complément. Non, moi juste ce que je voulais dire, j'ai commencé par ça. Pour moi, il est aujourd'hui logique, si on parle de climat et d'engagement du secteur bancaire et financier dans le financement de la transition énergétique, pour moi, ça doit se faire de manière naturelle, même si c'est un sujet récent, c'est une question très récente, et qu'aujourd'hui, ça va effectivement plus loin que la responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Je pense que ça doit se faire naturellement puisque, comme je l'ai dit, le secteur bancaire est très exposé à ces changements climatiques. Et donc, financer cette transition énergétique devrait être, je dirais, naturel pour le secteur bancaire. Et de toute façon, j'ai terminé là-dessus en disant que de toute façon, les politiques, le régulateur, et notamment la Banque centrale, hein, la BCE a mis le nez dedans parce que typiquement, Lagarde aujourd'hui avance le fait que la politique monétaire a un rôle très important à jouer dans le financement de la transition énergétique. Et quand vous écoutez la BCE, elle est très consciente du fait que elle a un rôle important à jouer parce qu'il y a des enjeux en termes de stabilité financière. C'est-à-dire que le secteur bancaire est très exposé à ce risque climatique. Et puis, dernier point, c'est vrai que c'est un sujet qui est nouveau, mais en même temps, comme l'a dit Béatrice, c'est vrai qu'on en a parlé, ça fait très longtemps qu'on parle de label ISR et notamment d'enjeux climatiques. Notamment, on a eu tout un tas de fonds. Alors, Béatrice a cité certaines banques, mais
En France, effectivement, on a eu notamment Natixis qui s'est engagé très, très tôt dedans. Alors au départ, c'était quelque chose d'assez marketing. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Et c'est vrai que quand on regarde les études sur la question, il y a encore 3-4 ans, le marché ne valorisait pas du tout les labels ISR. C'est-à-dire que quand on regardait le rendement des fonds ISR par rapport à des fonds classiques, il n'y avait pas un rendement plus important. Aujourd'hui, ça commence à changer et comme le disait Béatrice, je pense que ça va changer rapidement avec cette crise du Covid. Et comme le disait Olivia, la nécessité toutefois, c'est d'aller vers une labellisation beaucoup plus claire, beaucoup plus transparente et beaucoup moins binaire. Parce qu'aujourd'hui, cette labellisation, elle est quand même très binaire. C'est je suis un fond vert ou je suis un fond marron. Mais il n'y a pas une échelle. Oui, mais en fait, au-delà de ça, le label ISR aujourd'hui, c'est pas un fonds à exclusion. Vous pouvez trouver du Repsol ou du Total dans un fonds labellisé ISR. Donc en fait, c'est pas parce que c'est un fonds labellisé ISR qu'il est forcément vert. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Il n'y a que le label Greenfin aujourd'hui qui vous dit qu'effectivement ça vient flécher la transition. Mais c'est un référentiel aujourd'hui qui sert de base, mais qui mérite sérieusement d'évoluer. Et c'est là où il faut faire attention, notamment à la transparence et la communication. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le nouveau référentiel 2020, ils ont demandé que soit publié l'inventaire des portefeuilles. Parce qu'effectivement, c'est important de vérifier. Et ça ne veut pas dire que c'est l'ISR que ça va forcément financer la transition énergétique. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein, et c'est vrai qu'il manque aujourd'hui une typologie, et qui dit typologie dit derrière label qui suit cette typologie. Et effectivement, aujourd'hui, la BCE, pour avoir assisté à une réunion, à une task force au sein de la BCE il y a quelques mois, aujourd'hui, la BCE a très clairement mis les pieds dans le plat et envisage de proposer une typologie très claire qui servirait de base à la proposition d'un nouveau label européen, labellisation européenne, pardon, avec l'intégration donc des risques climatiques, très clairement. Voilà, Maxence, en tout cas pour. Oui, mais merci beaucoup, Yannick. On a une question concernant le processus ICAP et puis les risques climatiques. Alors, ça s'est évoqué dans les grandes structures, mais est-ce que dans les petites banques, tu as pu constater que les risques climatiques étaient intégrés dans ce process ICAP? Alors, aujourd'hui, la seule étude sur laquelle je peux me baser, c'est l'étude de la CPR. Hein. J'ai envoyé le lien tout à l'heure sur le chat. Donc, il y a une enquête, on doit être à la deuxième enquête aujourd'hui. Il y en a une en 2018, une en 2019. En tout cas, une en 2019 qui avait été effectuée en 2018 et 2020 effectuée en 2019. La publication devait être l'année suivante, je crois. Ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, à part les grands groupes bancaires, c'est-à-dire, et quand je dis les grands groupes, c'est notamment Société Générale, BNP, même si c'est anonyme, hein, bien entendu, l'enquête est anonyme, mais ce qui ressort, si vous regardez un petit peu sur LinkedIn, les offres d'emploi de la Société Générale et de BNP, on en a de plus en plus sur des spécialistes de la gestion des risques liés au changement climatique, etc. Donc aujourd'hui, ils ont des services, effectivement, dans ces grandes banques, il y a des services spécifiques. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a un retard très important des banques de petite taille ou de taille moyenne sur la prise en compte de ces risques, liés à la transition énergétique et les risques liés au changement climatique. Mais parce que je pense que ces petites banques qui ont une activité de marché relativement restreinte ont simplement en tête que les risques liés au changement climatique, c'est du risque de marché. C'est le fait d'être exposé, d'avoir son portefeuille de titres très fortement exposé à certains types de titres, à certains types de secteurs. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Et je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui une prise de conscience très, très forte de ces petits établissements sur leur exposition potentielle à ces risques et notamment ces risques de transition. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, et c'est le biais qu'on a, et c'est le biais qu'ont les banques aujourd'hui, c'est de voir les risques liés au changement climatique, c'est les émissions de CO2. Ce n'est pas simplement ça. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de travaux de Battiston, qui est à l'Université de Zurich et qui travaille pour la BCE aujourd'hui sur cette question depuis un certain nombre d'années, qui dit arrêtez avec ça, ce n'est pas simplement ça, il faut aller plus loin il faut prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui freine les banques
pour aller vers la prise en compte de ce type de risque, c'est qu'elles voient effectivement leur exposition comme une exposition aux entreprises polluantes et aux entreprises les plus émettrices de CO2. Mais ce n'est pas simplement ça. Parce que s'il y a une transition brutale, c'est tout un tas de secteurs, notamment ceux qui sont fortement dépendants des énergies polluantes, de l'électricité, etc., les prix vont très fortement augmenter. Et typiquement, les bilans de ces entreprises, qui ne sont pas par nature polluantes, qui ne sont pas des industries polluantes, ces entreprises vont voir effectivement leur activité très fortement impactée parce qu'elles sont dans la chaîne de valeur et elles sont fortement dépendantes des énergies polluantes. Donc je pense qu'aujourd'hui, la réflexion doit aller plus loin que simplement les émissions de CO2 et les déclarations qui sont faites par les entreprises en termes d'émissions de CO2. Voilà, je m'arrête là. Yannick, merci beaucoup. On a une question également pour Olivia qui est relative en fait aux labellisations et notamment toutes les entreprises. Est-ce que vous pourriez, Olivia, nous rappeler peut-être les 2-3 principales labellisations relatives à toute entreprise? Les labels d'entreprise? Oui, de manière un peu plus large. Ouais. Effectivement, il va y avoir celle qui est la plus connue, c'est celle de B Corp. Aujourd'hui, je pense que c'est celle qui fait un peu l'unanimité quand on veut afficher que on s'est engagé et qu'on essaye d'avoir une politique RSE importante. Après, sur les autres labels, je n'aurais pas un deuxième label en tête que je peux recommander sur vraiment dire celui-ci. Et en finance? Je suis plus sur la finance où je les connais très bien. Allons sur la finance alors. Oui, sur la finance. Après, c'est celui que je citais, enfin, c'est ceux que j'ai mis, le label ISR, Greenfin. Et aujourd'hui, non, il n'y a pas d'obligation. Si c'est vraiment une démarche volontaire, il y a juste une réglementation qui est de la loi Pacte qui va imposer en fait chaque unité de compte d'avoir au moins une unité, chaque assurance vie d'avoir au moins une unité de compte investie en ISR, en Greenfin ou en Finansol. Et en 2022, ça va être obligatoire d'avoir les trois. Donc, ce qui incite et ce qui multiplie justement toute cette demande de labellisation, mais c'est ce que j'expliquais, il faut faire très attention, label ISR n'est pas forcément synonyme de je finance la transition énergétique, c'est juste que j'applique des critères ESG, voilà. Et la méthodologie, les critères ESG peuvent être discutés, il y a ses limites, mais c'est un autre sujet. Merci beaucoup, Olivia. Mais je pense que très clairement, aujourd'hui, le secteur bancaire n'est pas préparé à cela, en tout cas, notamment sur les aspects liés au climat, hein, les questions liées au climat. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des gros efforts qui doivent être faits, notamment en termes de développement de stress tests. Hein. Aujourd'hui, on est vraiment les stress tests des banques. Il y en a encore assez peu qui intègrent effectivement les questions liées au changement, au risque associé au changement climatique, et notamment ce risque de transition, parce que ce risque de transition, il est très difficilement modélisable. En fait, c'est la probabilité de commencer à mettre en place des outils de réglementation, des leviers de politique économique à une date donnée. Mais cette date, je ne la connais pas, ça dépendra de la volonté politique. Et puis, je ne sais pas quelle va être l'intensité de la réglementation qui sera mise en place ou des réglementations qui seront mises en place. Alors, il n'y a pas rien qui est fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des banques centrales qui travaillent sur la question. La BCE s'y est mis un petit peu tardivement, mais si vous regardez tous les travaux qu'a fait la Banque d'Angleterre sur la question, la Banque d'Angleterre apporte un soutien très important au secteur bancaire et financier sur le développement des stress tests qui intègrent effectivement ces questions liées au risque climatique et au risque, notamment au risque de transition. Donc, effectivement, il y a des choses importantes à faire en France sur ces questions. Il y a un travail à initier. Hein. Déjà, je dirais, sur la compréhension des différents canaux, parce que là, j'en ai abordé uniquement quelques-uns, mais on a des canaux beaucoup plus spécifiques. On a quelques études sur la question pour l'instant. Il y a assez peu d'études, on a peu de recul, mais il y a des choses, effectivement, qui ont été initiées par certaines banques centrales. Je pense à la Banque d'Angleterre, je pense à la Banque de France et à la Banque des règlements internationaux, qui ont écrit un rapport très récent là-dessus et qui montre effectivement le gap, hein, le gap qui existe entre les canaux qu'on a en tête et ce que font les banques aujourd'hui. Et effectivement, il y a un travail très important à faire de la part des banques pour intégrer ces risques liés au changement climatique. Ok, écoute, merci beaucoup Yannick.
Béatrice, peut-être une dernière intervention? Il est 19h28, est-ce que… On va peut-être pas, peut-être pas abuser du temps, mais effectivement, il y a bien deux composantes. Il y a une partie de la RSE qui est naturelle aux banquiers, enfin qui devrait l'être aux banquiers, aux assurances quelque part. Donc on a dit notamment toute cette composante sociale, cette composante sociétale, etc. Alors la sociale, elle est propre à toutes les entreprises et on peut que s'en réjouir. La composante plus sociétale, prise en compte des clients, etc. On peut que s'en réjouir aussi, mais ça devrait être naturel chez l'institution financière. Donc là, ça se fait assez naturellement, même si les réglementations sont aussi assez lourdes en la matière pour nous y inciter. Effectivement, reste ce gros sujet climatique. On parle même pas de l'évaluation de la biodiversité, où les banquiers, les assureurs ont mis quand même un petit peu de temps à comprendre justement la manière dont elles pouvaient être engagées dans ce process. Elles se rendent bien compte que c'est plus de l'affichage. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin et avoir vraiment des process opérationnels qui sont engagés dans ces évolutions climatiques. Et ça, c'est quand même quelque part une vraie révolution culturelle, effectivement. Ce qu'évoquaient les uns et les autres, une vraie révolution culturelle pour faire au-delà de l'affichage, vraiment de la vraie utilisation effective de cette gestion des enjeux climatiques, biodiversité, enfin tout ce qu'on peut associer après avec cet enjeu de sauvons la planète quelque part. Voilà. Béatrice, sur Sauvons la planète, ce sera le dernier mot de ce webinaire. Merci beaucoup. Voilà, il est 19h30. Merci aux personnes qui ont assisté à ce webinaire. Vous avez posé plusieurs questions. On n'a pas pu répondre à tout, malheureusement. On essaie de tenir le timing. Merci infiniment à Olivia, à Béatrice et puis à Yannick. Merci. Puis belle soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.